Il est 10 h, on est le matin, il pleut. Ouais, je peux me consoler parce qu'on a quand même une BMW série 1. Alors, l'entrée de gamme, certes, mais une série 1 quand même. Propulsion, on est chez BM, faut pas rigoler. Aujourd'hui, je n'ai pas de caméraman, je me sens un peu seul. Voilà, excusez-moi pour les plans qui seront moins nombreux, hein, parce que déplacer le trépied, c'est pas évident. Donc en tout cas, aujourd'hui, BMW série 1, 115D, par contre. Donc c'est un petit 1,5 litre diesel. Mais avant de parler conduite, moteur et tout, ressenti, on va déjà parler au niveau du design, parce que la série 1, c'est quand même quelque chose hein, dans le monde de BMW. Les compacts luxueuses, les constructeurs, les grands constructeurs ont commencé à y réfléchir parce qu'il y a de plus en plus de gens à s'y intéresser juste avant les SUV. Donc on était à l'époque des monospaces et compagnie. C'est pour ça que la première du nom à opter pour ce type de carrosserie, ce type de segment, eh ben, c'est l'Audi avec son A3 qui est apparu en 96. Donc l'Audi a révolutionné le genre. Vient après enfin, c'est pas le même concept, mais c'est à peu près le même gabarit. C'est la Mercedes avec sa classe A, dont avant c'était un mini-space, ultra dégueulasse, on est bien d'accord. Et là, BMW tire son coup en 2004 avec la série 1, où vous allez voir, la silhouette n'est pas du tout pareille que les autres. Franchement, c'est un concept de silhouette différente. Il existait en 3 phases entre 2011 et 2019. Celle-là, c'est une phase 2. Je préfère beaucoup mieux qu'à la phase 1, parce que la phase 1, bon, on reste sur les mêmes panneaux de port de carrosserie et tout. Enfin, c'est la même chose, sauf le devant change. On a des ricots plus petits sur la phase 1. On a des feux, et ça, je n'avais pas trop à l'époque. Des feux qui remontaient vachement en pointe vers le sommet de la calandre. C'était un peu moins... C'était un peu bizarre. Hein. C'était un design osé, genre différent des autres BMW. Très bien à eux. Mais bon, pas trop réussi. Là, sur la phase 2, j'aime mieux parce qu'on a des feux, voilà, qui plus BM, qui ressemblent plus à une BM. Donc avec ces fameuses, alors c'est pas des blocs optiques full LED, Xenon et compagnie, non là c'est du halogène, on est sur l'entrée de gamme. Donc, mais on a quand même, vous pouvez voir, le dessin des Angelize, donc la fameuse signature lumineuse de BMW en rond, forcément. La calandre j'aime bien parce que tu vois, c'est à l'époque où BMW faisait pas des si grosses calandres et tout. On est quand même sur une taille plutôt, voilà, qui n'est pas minuscule. Genre, on voit quand même les haricots, les naseaux, comme on dit. Mais ceux-là, voilà, ils sont bien traités. Puis en plus, ils sont bien profilés. On peut voir qu'il y a un petit nez plat, puis tu as un angle ici. Ça rajoute du relief à la calandre là. Et en plus, il est totalement creusé, c'est-à-dire qu'il est totalement libre. C'est pas une calandre fermée comme les voitures d'aujourd'hui où c'est moche. Ici, on est sur une finition entrée de gamme, donc on a des pare-chocs vraiment normaux, mais quand même bien travaillés, assez bien profilés, assez bien détaillés. Bon, on est sur du plastique brut, certes, mais il y a du relief, il y a du travail. C'est pas totalement plat comme une vulgaire plaque de plastique fade. Le petit détail que j'aime bien, qui rend un peu nerveux cette avant de BMW, alors déjà, on a la calandre qui est très plongeant et on peut voir que si on se met sur un autre angle, on peut voir que l'inclinaison du capot et du pare-choc se poursuit sur les grilles des naseaux. On peut voir que ça suit l'inclinaison de la calandre. Donc c'est ça qui fait que en fait la voiture s'avance vachement vers le sol parce que le design des grilles participe à ce profil-là. Et le petit détail que je voulais noter, c'est bien évidemment cette petite ligne. Alors, elle est pas grande, hein. Elle commence à partir, voilà, tu vois, elle fait une cassure entre la ligne de style latérale. Elle s'arrête, allez, en faisant un chanfrein à 2 cm du bloc optique. Et là, on peut voir qu'on a une petite arête qui descend gentiment, qui vient s'effacer à peu près au naseau.
en fait ça lui donne un peu un air qui fronce ses sourcils. Et ça c'est plutôt pas mal niveau caractériel de la face avant de la voiture. BMW série 1 et les capots, une grande histoire d'amour, et c'est là où je vais en revenir pour dire que c'est une silhouette assez unique dans son genre, dans son segment en tout cas. Juste en détaillant la nervosité du capot, déjà on a voilà, une petite arête ici qui se déplace gentiment vers les coins de la voiture, vers les montants A. Donc en fait ça lui donne du dynamisme, de l'allure à l'ensemble du véhicule. Et voilà, cette arête ici, c'est fait pour donner du muscle, du volume à la voiture, du volume à l'avant. Donc c'est ça ce qui va définir un peu le côté robuste de la voiture. Et puis bah, regardez-moi le profil de cette bagnole. En fait là, tout est l'intérêt d'une série 1 par rapport aux concurrents. Ce capot ultra long, ça accueille aussi un V6, un 6 cylindres en ligne, les fameux 6 cylindres en ligne chez BM, ça existait là-dedans. Bon là on a un petit moulin, mais il y a de la place, ne vous inquiétez pas. Donc ce profil de capot relativement plat, de ici jusqu'à peu près à la moitié, et après ça plonge un peu pour donner du dynamisme, avec voilà, un pare-brise plutôt pas mal incliné, avec cette ligne de toit assez plongeant, assez fuyant. Voilà, ça rajoute davantage de l'allure, du dynamisme à la voiture, donc ça c'est vachement pas mal. Et puis je pense que, allez, 80% des BM longs, c'est la fin de la vitre arrière en C. Je ne sais plus comment ils appellent ça, il y a un nom de style qui définit cette courbure en C. Je vais vous le mettre là, comme ça. Tac. C'est bon pour vous. Après, il y a des lignes de style aussi qu'on retrouve sur les premières séries 1. C'est un petit clin d'œil. En fait, elle a très peu changé en termes de profil. La voiture, on reconnaît vraiment une série 1. Comme je vous l'ai dit, la recette du long capot, de la vitre arrière en C. On retrouve ici un montant C plutôt imposant, ce qui rajoute de la solidité visuellement à la voiture. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on a ce genre de gabarit, parce que on se dit petite BMW est égal, ah putain c'est pas costaud, hein, ça va se casser en deux sur l'autoroute, c'est sûr. Non, là ça lui donne un air vraiment solide. Et puis l'autre terme de solidité, c'est aussi le relief de son profil. Parce que là on peut voir, et surtout dans cet angle de vue que vous avez là, et avec cette luminosité là, on peut voir vraiment les zones d'ombre et les zones éclairées de ce profil là. On peut voir que l'arête qui parcourt du passage de roue avant jusqu'au bloc optique arrière est très prononcé, très pincé. C'est-à-dire que ça nous offre vraiment, on a un creusage assez important au niveau de la portière, et c'est ça qui donne de la solidité, de l'épaisseur à la porte. Et ça c'est plutôt cool quand on a une petite entre guillemets voiture. C'est toujours intéressant de se dire putain, on va pas rentrer dans un tuk-tuk quoi. C'est vraiment une vraie bagnole. On a cette ligne de style, cette petite arête très finement pincée. Franchement ça se voit à peine, mais je sais même pas si vous le voyez à la caméra, mais qui remonte gentiment vers le sommet du passage de roue arrière, ainsi que la découpe de porte. Ça c'est très BM série 1, même de première génération, vous allez le voir. Donc voilà, on a gardé un peu cet effet de style, de découpe de porte. Voilà, le bloc optique s'assemble très bien avec les pliures de la carrosserie. Petit épaulement, petit renfoncement, avec un surplus d'agrossissement du popotin. Ça c'est très BM aussi, et franchement pour une voiture de ce standing là, c'est plutôt pas mal. Alors ce que j'aimais pas sur la phase 1 des séries 1, c'était les blocs optiques arrière. Rappelez-vous, sur la phase 1 de 2011 à 2014, on avait des blocs optiques type Volkswagen Polo, c'est-à-dire très carré, avec un angle qui part un peu en dévers comme ça. C'était un peu triste, je vais pas vous mentir. Là, sur la phase 2, c'est bon, on revient sur une vraie BM avec des blocs optiques séparés en deux parties, un sur la carrosserie, un sur le haillon, et ça rajoute de la largeur visuellement à la voiture, ça la rend plus posée au sol, ça c'est bien. Et aussi, nouveauté, on a voilà, un truc 100% LED, c'est-à-dire qu'on a une signature lumineuse plutôt intéressante, et même de série, comme sur cette finition de base. L'autre point de mode, on va dire, phare des BMW, c'est cette arête, ce renfoncement au niveau du haillon de la voiture, voilà, qui commence à partir du bloc optique. On peut voir que l'arête commence vraiment dans le feu, dans la coque du feu, et se poursuit jusqu'à l'autre bout, jusqu'à l'autre coque. Voilà, avec ce petit dévers qu'on a ici, un peu en courbe, franchement c'est très BMW. Surtout dans cet angle là, on peut voir que ça donne vraiment une zone d'ombrage
Après, petite zone d'éclairage parce que, comme je vous l'ai dit, c'est en dévers mais en courbe. Et là, petite arête qui rejoint de bout à autre le haillon. Voilà, ce qui rajoute de l'étagement un peu à l'ensemble du véhicule. Et puis là, nous avons un pare-choc, tout ce qu'il y a plus simple, hein, pare-choc de BM. Alors, il n'est pas ennuyant. Petit pot d'échappement des Fafa. Hein. Alors, les petits pots d'échappement qu'on connaît tous de chez BM. Mais bon, ça participe bien au look de la voiture, au look un peu énervé entre guillemets. Petite antenne requin, ça c'est très BMW qui fait plaisir. On n'a pas une vieille tige de merde là comme on a chez d'autres constructeurs, en tout cas de cette époque-là. Mais regardez-moi quand même ce profil. Je me répète là-dessus, je reviens là-dessus, mais c'est unique dans son segment. Unique. Regarde, par exemple, prenez, allez, on va dire une Audi A3, d'accord? Petit capot, plus grand habitacle, moins renfermé vers l'arrière. Prenez par exemple la Classe A, pareil, petit capot, grand habitacle qui plonge en avant. Là, tout est plongé en arrière, tu vois, même l'inclinaison du pare-brise ne veut pas bouffer l'espace du capot. Non, il fait tout. Alors, il faut déjà quand même garder un volume intérieur intéressant, mais le pare-brise, il est assez droit parce qu'il doit laisser la place au long capot. Tout ça en contenant une longueur de 4,25 m, 4,30 m maximum. Donc c'est plutôt intéressant. Bon, et pour finir, voilà le petit point mode du design du rétroviseur, voilà, avec cette petite arête très saillante ici pour donner un peu du dynamisme. Et aussi le socle est bien intégré dans le montant A. On va peut-être passer à l'intérieur, ça sera cool. Let's go. Bienvenue à bord d'une BMW série 1. Faire court, on n'est pas dépaysé, on est chez BM. Tout ça, est-ce que c'est bon pour vous? C'est pas la révolution chez BMW. En tout cas, ils ont eu du mal à donner un peu un côté effet waouh à leur intérieur. On reconnaît vraiment l'âme de BMW. Alors par exemple, petite casquette, compteur très rapproché, ça aussi c'est très typique des BMW. Le volant est ignoble. C'est tout. On est sur une finition entrée de gamme, je veux bien l'avouer, mais c'est vrai que en parlant même du design du volant, il est assez ignoble en termes de. Il est lourd, il est imposant. On voit que la partie centrale, il prend beaucoup de place. On a les branches qui sont très épaisses. Ouais, c'est un volant qui est lourd. Non, c'est pas finement dessiné comme on a l'habitude chez les Allemandes. C'est pas le soin du détail, du style n'est pas là. Là, c'est vraiment du grossier. On dirait un truc à l'américaine carrément. En termes de structure de tableau de bord, comme d'habitude, on a la partie centrale qui est légèrement orientée vers le conducteur. Donc niveau cockpit, niveau accessibilité des boutons, c'est vraiment pas mal. Nous avons le petit écran. Et puis bon, le détail des boutons est quand même pas mal. Hein. On a quand même, alors c'est pas du chrome, on dirait plutôt du plastique gris un peu pailleté. C'est moins cher, je pense. Mais tu vois, au niveau du ressenti, tout est là, tout est solide. Voilà, même à l'oreille, ça va pas se casser sous les doigts, tu vois. Bon, ça bouge un peu forcément, mais c'est pas aléatoire comme système. Ça va, il est plutôt bien intégré. Puis cette taille-là, ça permet, ça obstrue pas complètement la vision du conducteur. Tu vois, on est là, le machin, il est pas hyper haut, il cache pas un peu le pare-brise. Non, il est bien passé. Puis en plus, il est placé assez haut pour pas totalement quitter la route des yeux. On peut voir que là, voilà, on a la vision du compteur. Et là, hop, on remonte juste 5 cm les yeux. On a tout ce qui est info divertissement. C'est pas comme certaines voitures où c'est placé là.
Je dis ça par exemple sur les Golf, où l'écran est là, tu es obligé de vraiment quitter la roue des yeux. Non, là, tout est bien placé. Au niveau des termes de qualité de matériaux, alors, c'est bien parce que c'est moussé, hein. Je suis comme... voilà, comme je vais dire, je suis comme tous les journalistes qui adorent dire ça, mais c'est vrai que c'est toujours agréable. Par exemple, je sais pas, quand on veut manipuler, voilà, par exemple, la molette, l'aération, tu vois, tu poses un peu ta main pour, avec ton pouce, gérer la molette. Donc, poser sa main ici sur du dur, c'est pas ultra agréable. Là, ça va. Bon, le grain, il est quand même gros. Ça, je le dis souvent dans les BMW, c'est pas très chouette visuellement. J'aurais mieux aimé un grain beaucoup plus fin, beaucoup plus subtilement fait, que ça soit plus lisse visuellement. Là, tu vois, ça fait style utilitaire, c'est un peu moche. Oh, putain, bon, c'est un détail de merde, hein, mais la petite tirette pour la boîte à gants est également contour chrome. Il met du budget là où il faut pas, mais bon, ça c'est BM. En termes de structure, eh ben, on a des lignes de style hop, qui partent comme ça, qui suit un peu le mouvement du côté pincé et agrandi de la baguette. Comme ça, on a un deuxième ici qui départage le côté tableau de bord et planche de bord et tableau de bord. Non, ça donne du relief à la voiture. Voilà, on a aussi une ici, on a un bourrelet là qui entoure, qui englobe un peu l'écran. Ça donne un petit côté cocon à l'ensemble. On a cette fameuse console centrale. Alors, elle est plutôt imposante pour dire que c'est une voiture du segment A, du segment des compacts. Plutôt imposante, plutôt forte visuellement. Ça respire le sérieux quand même. Et molette pour l'infodivertissement, pour un peu tout gérer. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce que l'écran n'est pas tactile, hein, je tiens à le préciser. Donc voilà, puis tu vois, même le bouton, alors, vous l'entendrez pas, mais on l'entend beaucoup, mais ça fait pas tâche quoi. Ça fait sérieux, ça fait BM. Et là, nous avons un bouton, même deux boutons, enfin un bouton pour deux fonctions. On a le mode éco, pourquoi pas, parce que c'est un petit 1,5 litre diesel. Mais on a le mode sport à côté. Le mode sport. Et on a le fameux bouton ESP off. Voilà, pour un peu s'amuser. Dans une BM diesel. 95 chevaux. Ce qui est pas mal, c'est que vu que le pare-brise est assez vertical, eh ben, on n'a pas un tableau de bord qui va loin, qui n'est pas imposant. C'est-à-dire que là, je peux toucher le bout du tableau de bord avec mes bras, tu vois. Donc en fait, voilà, c'est pas un habitacle. Alors, ça compense aussi avec la longueur du capot, parce qu'en fait, je pense qu'on verra ça à la partie conduite, mais on voit pas le bout du capot, surtout à la position où je suis. Parce que les BMistes aiment bien quand c'est bien penché et bien bas, tu vois. C'est vraiment la conduite à eux. Et tu vois rien, tu peux taper à tout moment. Alors j'espère qu'il y a des radars pour l'avant, mais c'est vrai que c'est très perturbant ce long capot. Ou sinon voilà, au niveau de l'habitacle, ben, malgré que c'est un habitacle reculé par rapport aux silhouettes d'autres concurrents, eh ben, on a quand même pas mal de place. On verra ça à l'arrière. On n'a pas d'accoudoir, il est cassé, mais c'est une BMW assez rincée. Voilà. Les sièges sont ignobles. Alors c'est les sièges vraiment de l'entrée de gamme, hein, mais franchement d'une simplicité. Le maintien est zéro. Allez, le maintien latéral pour les côtes, ça va, ça peut aller. Mais sinon au niveau de l'assise, oh, qu'est-ce que c'est chiant. L'effet de style du tableau de bord avec ses arrêtés tout pour donner de l'éclairage, de l'ombrage, ah ben, on retrouve un peu ici sur les contreportes. C'est une belle intégration par rapport au tableau de bord. Par exemple ici avec cette arête qui forme vraiment éclairage, ombrage. Pareil ici, petite arête qui se poursuit sur les poignées de porte qui sont assez profilées, assez designées. Ça, je suis assez content là-dessus. On peut voir que c'est subtilement bien fait. Donc dans cette finition là, on n'a pas du cuir sur le milieu des contreportes, mais on a une espèce de tissu avec un motif. Wow, je sais même pas quoi en penser de motif. Ça fait assez vieillot, je vais bien l'accorder. Ça aussi, ça fait très BMW. Dans quasiment toute la gamme, on a à peu près ce design là en forme de sabre, de C. Alors celui-là, il est assez profilé, mais il est gros et il est plastique. Et même, je pense que dans les versions, les finitions haut de gamme, on reste sur le même matériau. Donc ce vieux gris plastique un peu pailleté et ça
ça croustille comme du bon pain. Puis, tu vois, quand tu fermes la porte, tu sens... Bon, il est solidement fixé, il n'y a pas de souci. Hein. Et putain, ça craque sous les doigts, quoi. C'est chiant. On est sur du plastique légèrement moussé au-dessus. Ça, c'est plutôt pas mal quand on veut, par exemple, pousser la portière pour ouvrir la porte. Toujours agréable. Alors, ce qui est plutôt pas mal avec cette découpe de porte, cette entrée d'habitacle, eh ben, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le style BMW de C à l'envers, eh ben, c'est que même l'espace de découpe suit cette courbe du C. C'est-à-dire que là, on rentre, mais facilement. Tu vois, l'épaule n'est pas gênée par certaines voitures où la découpe s'arrête ici. Là, on a vraiment d'espace. Ça, c'est cool. On s'assoit, on est très très bas. Hein. Putain, on est assis très très bas dans une BMW. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'on se sent vraiment proche du sol, un peu sportif. Et alors là, le siège est avancé quand même pas mal. J'ai quand même une bonne dizaine de centimètres au genou. Ça, c'est vraiment bien. L'espace intérieur est plutôt grand. Écoutez, on ne se sent pas engoncé. Vu que tout le reste de l'habitacle est bas, eh bien, on a une marche. On a une profondeur, une cuve pour nos pieds, c'est impressionnant. Mais au moins, ça évite d'avoir les genoux à ce niveau-là. Voilà, on a les genoux correctement placés. On a vraiment un angle des jambes qui est correct, qui n'est pas désagréable. Ce qui laisse aussi de l'espace au niveau du toit. Donc moi, j'ai largement assez, malgré que, comme je vous l'ai dit, le toit est légèrement fuyant. Par contre, alors... Ah non, on a une petite fermeté à l'allemande quand même. Hein. Je me suis dit... on a peut-être un petit confort, certain. Pas plus que ça. On a toujours un rappel du dessin des contreportes à l'avant avec cette arête ici, petite arête ici qui poursuit dans la poignée qui est également aussi chromée. Ça, c'est plutôt bien. La grosse poignée qui croustille. Ça, on aime bien. Le petit motif. Mais par contre... Non, là, ça veut dire... Là, ça veut dire nique. Nick, tu n'as pas de rangement, tu es puni. Tu es à l'arrière, tu es dans une BMW série 1 115D, tu es puni. Comme Volkswagen avec ses Golf 7, on a le logo qui s'incline pour ouvrir le coffre. Et voilà. Non, franchement, coffre plutôt grand. Je vais vous mettre le litrage du volume. Mais en tout cas, il est assez logeable. On peut mettre 2 grosses valises bagages. Bon, ils auraient pu un peu creuser ici, parce qu'on a quand même un bel espace entre le bloc optique et l'entrée du coffre. Ils auraient pu gagner, allez, 2 cm sur chaque côté. Mais en tout cas, voilà, c'est un espace assez carré, une découpe assez carrée, avec un volume à l'intérieur assez carré. On n'a pas de, je sais pas, de passage de roue qui bouffe un peu l'espace. Non, là, franchement, il est bien agencé, le coffre. On a un seuil qui est plutôt bas. Pas une grande épaisseur pour éviter de frotter sur la carrosserie quand on veut porter des choses lourdes. Non, franchement, c'est plutôt pas dégueu. Oh putain. Bon, je vais venir. Oh, x2. Bah oui, x2. Oh putain. Bonjour. Non, parce qu'en fait, il est venu à l'improviste, parce qu'il a vu que j'ai galéré à ouvrir le capot. Donc voilà, je vous présente Quentin, voilà. On est chez lui et tu es garagiste, hein. N'hésitez pas si vous voulez faire réparer votre voiture dans le 25 ou si vous êtes ailleurs, eh ben, il est là, il est chaud, il fait toute marque, hein, il s'en fout. Alors ce qui est intéressant et bizarre dans ce moteur, c'est qu'en fait c'est on va dire un moteur inversé comme tu m'as dit. Donc en fait tout ce qui est chaîne de distribution, turbo et compagnie, tout est là-bas. Il n'y a rien devant. Devant, c'est le vide. Alors, apparemment, c'est pour les petites réparations de merde, des trucs qui s'usent. C'est plus facile d'accès. Le boîtier d'eau, courroie d'accessoires, toutes ces choses-là, alternateur, tout est plutôt accessible sur ce moteur-là. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est pour ça qu'ils ils l'ont tourné comme ça. Mais sinon, tout ce qui est chaîne, chaîne, boîte de vitesse, tu m'as dit, ouais, et compagnie, tout est derrière. Alors après, est-ce que c'est pour la répartition des poids? Peut-être. Et puis même le moteur, tu vois, il est au niveau, ouais, même un peu derrière C'est presque un centre à l'arrière. Ouais, un centre à l'avant plutôt. C'est presque un centre à l'avant, on n'est pas loin. Mais c'est vrai que c'est pas plus mal, parce que là, tu vois, toute cette partie-là, on a juste le radiateur et quelques câbles, c'est tout. On a vraiment très peu de poids à l'avant. Si jamais un jour vous achetez une BMW et que vous allez dans un garage, pas forcément chez BMW, regardez sur la facture, demandez bien sûr quelle huile a été utilisée et se renseigner sur cette huile-là.
Parce que ça peut vite devenir une catastrophe de mal entretenir une BMW, Ouais, voilà. surtout par la suite. Alors à long terme, parce qu'à court terme, pas vraiment. Si vous faites votre vidange et le moteur casse juste après votre vidange, à mon avis, c'est qu'il y avait peut-être des problèmes avant ou que le véhicule a mal été entretenu déjà bien avant. Non, voilà, faut pas acheter les yeux fermés. Faut quand même vérifier si tout a été bien fait. Après, pas de problème. Franchement, BM, 400 000, pas un pet. La chose que je regrette avec ce moteur-là, c'est qu'il y a beaucoup trop de plastique, je trouve, utilisé sur ce moteur. Ils ont mis, du coup, là ça fait cheap même au niveau mécanique, l'admission en plastique. Bon, pourquoi pas, ça se fait beaucoup aujourd'hui, surtout avec les systèmes à clapet et ainsi de suite. Le gros problème, c'est que dessus, on a un système à clapet, il me semble encore sur ce moteur-là, avec des clapets, avec une tige métallique sur une admission en plastique, ce qui fait qu'en fait, avec le temps, les clapets ont tendance à casser dans le moteur. On a un cache-culbuteur en plastique qui a tendance à se déformer, comme les VTI et les THP, on va dire, de chez Peugeot. Il y a un peu ce problème-là. Ouais. Ce qui est chiant, qui crée une fuite d'huile et on est obligé de changer le cache-culbuteur en général, qui vaut super cher chez BMW, bien sûr. Merci BM. Et pareil, pour tout ce qui est distribution, on a des caches en plastique qui fait ainsi par la suite. Bien sûr, bon, en neuf, c'est beau. En général, en neuf, on n'a pas trop de soucis. C'est quand le moteur commence à avoir des kilomètres. Il y a des sointements d'huile qui est un peu embêtant et je trouve ça un peu dommage. C'est dommage. Mais bon, on a l'habitude avec les voitures récentes aujourd'hui que ce soit des véhicules jetables après 200 000 km. C'est comme les téléphones portables. 200 000 c'est déjà beau. Bah ouais, 200 000 c'est beau pour le véhicule neuf. Et on va passer à la partie conduite. Je vais démarrer ce jeune véhicule. Vous êtes prêts à entendre le 6 cylindres essence? C'est parti, 3, 2, 1, soyez surpris. Ah, c'est fulgurant, hein. Ça sonne mieux qu'un Peugeot déjà. Ah ouais? Je trouve. Parce que là, à l'avant, j'entends limite un Peugeot 107, hein, 106. À l'arrière, ça fait un meilleur son. Ah ouais, parce que J'ai un peu travaillé là, tu sens bien le claquement du 1,5 litre, là, c'est horrible. Puis le bruit de la chaîne. Et le bruit de la chaîne aussi. Bon là ça va, elle est chaude. Ouais, mais quand elle est froide, putain tu l'entends. Hein. Tu sais, genre vraiment une voiture de 20 ans que tu démarres au bout de 4 ans sans la tourner, tu vois. Je suis en train de détruire BMW à ce moment-là. Bon allez, on va conduire. Quentin, tu viens juste de me le dire. Oui. Genre, Non, je vous ai dit une connerie, mais en fait de base il n'y a pas d'accoudoir central. Ouais, parce que moi j'ai bien regardé, il n'y a pas de... J'ai cru que c'était pété comme un con. Il n'y a, en pas fait, de, il n'y a, y a rien. pas de fixation. Il n'y a pas de fixation, c'est vraiment le truc, il est vraiment fait pour pas en avoir. Je trouve ça triste aussi. C'est triste et débile. Bah ouais. Mais putain, mais je sais pas, tu aurais pu le cacher avec une petite tirette en plastique, tu vois, qui... Non. Si tu veux, c'est pour économiser quoi 20 €? Même pas. Putain, mais ça fait voiture pas finie. Ça fait voiture pas finie. Ouais. Et on est chez BM, bordel. Bon, on va quand même tester le mode sport, mais c'est quand même aberrant. Le moulin, il fait trembler le pommeau. Oui. Mais ça, pareil, je comprends pas. Je comprends pas de pas avoir fait un travail à ce niveau-là, parce que sur une voiture de cette époque-là, quand même, c'est un peu dommage de ressentir les vibrations du moteur. De cette époque et de ce standing-là, on n'est pas chez Peugeot, on n'est pas chez Volkswagen, on est chez BM, bordel. Et tu vois le vieux pommeau, bon, peut-être qu'il est fatigué, donc tu vois, on a un peu de jeu au bout d'un moment. Tu sais que ça fait quand même penser à la qualité de la Ford Fiesta 7. Bah après, ouais, Ford, on n'est pas si éloigné que ça au niveau de la qualité. Hein. Bon, mais c'est Ford. On a quand même pas mal de plastique moussé, ça je veux bien le reconnaître, tu vois, même ici, c'est moussé. Pour les genoux, ça peut être intéressant quand tu veux les appuyer ici. Mais visuellement, c'est pas beau, tu vois. Ça, ce vieux gris pailleté, c'est dégueulasse. Le grain qui est gros chez les plastiques BM, c'est pas beau à voir. Ça va, c'est du moussé quand même. C'est moussé certes, mais visuellement c'est pas beau. Ça c'est pas moussé. Voilà. Mais la sensation est quand même agréable. C'est pas du plastique dur Renault. Non. T'entends? Ouais. Oh, j'ai l'impression que le moteur il est cassé. Après c'est vrai que tu vois, bon là ça va, mais je peux pas voir le bout du capot. Comme je vous l'ai dit, la vision de... Ben, je sais pas, pour se garer par exemple, c'est un peu dégueulasse. Et ça s'explique aussi par rapport à l'architecture de la mécanique. Et aussi, oui, c'est ça. Oh là 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 là. Mais après, tu vois, au-dessus de 2000, là, on sent la fluidité du moteur, le côté fluide des conduites de BM. Ça bronche pas, ça accélère. Non, franchement, ça va. Là, bon, là, par exemple, je suis à 80. On n'entend quasiment pas de bruit de vent, pas de bruit de roulement.
c'est très fluide. Puis on a une 6 vitesses, donc ça aide aussi à ce niveau-là. Bon, je vais pas faire le fou parce qu'on est sur une route mouillée, je connais pas les pneus, je connais pas la voiture et c'est une propulsion. Donc on va... Oh là, attends. Nous ne sommes pas des pilotes. On ne sommes pas les pilotes et waouh, comme c'est bateau. Ah ouais, c'est très bateau. Oh là 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 là, je donne un peu de coup de volant, j'ai peur, tu vois. C'est pas précis. On a... Ouais, le ressenti de la direction est très bizarre. Je sais pas si tu l'as eu toi quand tu l'as... Si, après, on est qu'au mode normal là. On va dire ça. Je sais pas si ça s'améliore avec les autres modes, mais je sais que BM, malgré que ça soit cette BM là, en vrai, une voiture citadine, très gros guillemets. Voilà, citadine, compact. Ils ont plutôt la philosophie que si c'est pas sportif, il faut que ça soit confort sur l'autoroute. Donc on s'en fout un peu que le truc il soit, tu sais, que le volant il soit dur. Soit t'as une M2, soit t'as une série 7. Voilà, c'est ça. En fait. Et ils ont un peu du mal à... Je sais pas si sur les derniers modèles après ils se sont améliorés, parce que la série 1, je sais que la première aussi avait ce problème là. Ouais. Je sais pas s'ils sont un peu améliorés pour le côté citadin, puisque là sur la dernière série 1 on passe sur un moteur traction déjà un peu plus développé, ouais, mais un peu plus de développement niveau citadin, on va dire. Bah, et budget. Voilà, c'est plus fait pour tout le monde. C'est pas une voiture genre t'achètes une BMW parce que tu veux une BMW. Là, la nouvelle série 1, c'est une traction. Tout le monde connaît les tractions, tout le monde connaît ce type de silhouette, court capot, habitacle assez vaste. Tu vois, c'est comme si tu achetais une 308 avec la nouvelle série 1. Là c'est vraiment une philosophie à part. Alors après, sur cette génération-là, sur la deuxième génération des séries 1, ils sont beaucoup améliorés en termes de qualité perçue par rapport à la première génération qui a été beaucoup critiquée là-dessus. Tu vois, le silence, je suis à 3000 tours et il est censé gueuler le moteur, j'entends pas. Ah ouais, t'es à 3000? Je suis à 3000. Ah la vache, je viens de remarquer. Je l'entends pas. Normalement, on est censé... Ouais, pour un diesel à 3000 tours, c'est énorme. Non, franchement, très agréablement surpris. Bon, après, tu vois, sur cette BM, ce moteur-là, par rapport aux autres BM que vous aimez bien en essence, eh ben, vous n'aurez pas un seul truc, c'est l'autonomie. Parce que là, l'aiguille n'est pas totalement au plein et il m'indique veuillez faire le plein dans 1130 km. Là, je viens de faire un demi-tour. Franchement, assez bien, ça braque plutôt pas mal. Non, on n'a pas un pare-brise très grand, donc on se sent vraiment très cocon, très enfermé. Et ça, c'est un gage de sécurité. On se sent un peu rassuré. C'est parce que ouais, c'est très costaud visuellement. Tu vois, avec un tableau de bord assez massif, on se sent protégé. On va quand même mettre le mode sport pour l'accélération. Tu voulais pas essayer le mode éco que je te montre Après, parce qu'on a une belle ligne droite. Vas-y, ok. Allez, c'est 85 chevaux, 95 chevaux, vous êtes prêts? 3, 2, 1, en 2. Ouais. Jeune permis quoi. Jeune permis. Bon, je pense qu'on fera assez vu les performances. T'en penses quoi, Simon? 95 chevaux. Le mode sport, il fait beau. Bon, on sent que le turbo est un peu plus réactif, mais ouais, et encore. Vois, si je me mets en écho, attends, je tape une 2 là. Non, je vois pas la différence. Franchement, je sais pas à quoi il sert. C'est juste, il est là. Il est là, c'est pour faire genre, j'ai une BM, t'as vu? J'ai un mode sport dans ma BM. Non, non, ça fait flipper. Non, je pense qu'on est sur du type direction non, mais en fait, BM basique. Je suis même pas sûr que ça soit une électrique dessus. Non, ouais. Possiblement. La suspension ne peut pas être travaillée avec le mode sport puisque ce n'est pas des suspensions pilotées. C'est heureusement. La boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse manuelle, donc le mode sport ne peut pas changer les rapports. Non, mais en fait le mode éco, en fait, il y a juste un petit écran là sur le compteur qui m'indique, je sais pas, quand on doit changer les rapports, combien tu consommes avec la pression de ta pédale en direct. Mais c'est tout. Ouais. Sinon, en termes de ressenti de conduite, il n'y a rien de plus. Je vais montrer. Attends, je vais essayer de montrer le petit écran bleu. On va pas avoir beaucoup. Vous voyez le. Voilà un petit peu. C'est juste un moniteur de éco-conduite. C'est tout. Mais sinon, en termes de réactivité de véhicule, il n'y a rien qui change. Pareil pour le mode sport. Je suis même pas sûr que l'accélération change, tu vois. Non, moi non plus. Franchement, j'ai pas vu trop de différence. Alors peut-être qu'il y a des changements, mais franchement, on ressent rien. On ressent rien. Si jamais vous voulez chercher une première BMW pas chère, moi je dis que c'est un bon compromis. Et assez récent quand même. Et assez récent, parce que celle-là est de 2017, il me semble. Bon, bah, t'as quand même une BMW pour, je sais pas, 12 000 €.
Hein, à mon avis, ça vaut ce prix-là en occasion. Donc 10-12 000 euros, tu as quand même l'âme d'une BM, le design, la gueule d'une BM, la finition intérieure d'une BM, parce que entre une finition de base et une grande finition, une finition haute, dans les séries 1, c'est le même truc. Hein. On a toujours du plastique noir laqué, du plastique comme ça, du plastique moussé, c'est la même chose. Mais t'as juste pas la motorisation, mais t'as tout le reste. Là j'ai pris le virage, on a l'impression d'être dans une DS, c'est ou une 2 chevaux limite. Ouais. Ça tangue, mais ça tangue. Je pensais pas du tout de ça d'une BM. Je pensais, tu vois, avoir un peu le conforme ferme à l'allemande. Ouais, je comprends. On a les sièges un peu typés ferme à l'allemande, mais niveau suspension, châssis entre guillemets, c'est vraiment voiture française quoi. Citroën, c'est Citroën, tu te balances. Parce que moi, on m'a toujours dit, alors, Merco, confort, oui. BM, fermeté. Ferme, sportivité et Audi, technologie. Voilà. Mais là c'est totalement différent dans cette version-là de série 1, parce que là, le confort, on l'a bien quoi. Et on l'a même trop. C'est ça le truc. Trop pour une BM. Ouais, c'est... Les freins, ouais. Non, ça va, j'ai un bon feeling des freins. Non, frein, ça freine bien. Ça freine bien quand ça même. freine très très bien. Très important voilà. ça. Bah écoutez, les enfants, eh ben, merci déjà Quentin de me présenter ce véhicule de ton client. Donc merci au client aussi d'accepter. Ah, on a le start and stop. Ouais, il y a le start and stop dessus. Nul à chier. Voilà, on va l'éteindre plutôt comme ça, c'est mieux. Merci aussi à vous de regarder la vidéo. N'oubliez pas, partagez-la, abonnez-vous, lâchez un petit commentaire si jamais j'ai dit une connerie, parce que ça peut arriver. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Ciao!